à tous et à toutes, venez lancer le 5e épisode d'Androtech. Androtech, c'est une émission dédiée à Android, c'est le fruit de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv que vous allez bientôt retrouver sur vos écrans tactiles. Nous sommes en 2014, voici le sommaire. Cette semaine, un sommaire légèrement différent de nos habitudes puisque pour bien commencer l'année, nous allons nous intéresser à ce qui a marqué l'année 2013. Après notre séquence application, nous ferons un arrêt sur le smartphone qui fait beaucoup parler en ce moment, le N1 d'Oppo, qui se démarque de ses concurrents par son capteur photo rotatif. Nous ferons ensuite le bilan d'une année d'innovation, de rachat, de nouveaux usages mobiles et connectés, et bien sûr de changement du paysage des opérateurs français. Entre la photo, le jeu, la robotique et les objets connectés, l'année a été riche en événements, et l'année 2014 qui commence devrait l'être tout autant. Cette émission sera l'occasion pour nous de faire le point sur les nouveautés attendues pour l'année 2014, qui démarre sur les chapeaux de roue avec le CES de Las Vegas. Comme vous avez pu l'entendre, le sommaire change, mais également l'équipe. On retrouve Baptiste. Aujourd'hui, c'est moi la grosse voix, c'est moi. On a également Laure. Bonjour. On a Edouard en régie. Salut à tous. Et nous avons un nouvel invité, c'est Julien Cadeau. Julien Cadeau est rédacteur en chef sur ragemag.fr, mais également chroniqueur sur Frandroid. On peut le retrouver chaque semaine dans une chronique. Et oui aussi. Donc c'est parti, non pas pour l'actualité, mais pour les applications de la semaine. Et c'est parti pour les applications de la semaine. J'ai demandé à tous les membres de l'équipe de me présenter une application et je commence par Laure. Moi, mon application de la semaine, c'est Android Device Manager, qu'on connaissait déjà sur la version web qui était sortie il y a quelques mois. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare ? Ça permet, quand on perd ou qu'on se fait voler son téléphone ou sa tablette, de bloquer le contenu qui se trouve dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les têtes en l'air comme toi, mais aussi voilà, les gens qui ont tendance à oublier leurs affaires. Okay. On peut aussi le localiser. On peut le localiser, effectivement. On peut aussi le faire sonner à distance, c'est ça ? Normalement, on peut le faire sonner à distance, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt utile pour les gens qui risquent de se faire voler leur téléphone, en tout cas qui veulent être sûrs de pouvoir verrouiller leurs données en cas de perte. Donc là, l'application reprend la version web, sauf qu'on peut l'utiliser sur sa tablette pour contrôler son téléphone ou inversement sur son téléphone pour sa tablette. Donc Google a enfin une solution qui se rapproche de celle de Windows Phone ou de iCloud sur Apple. Sauf que sur Android, on a le choix d'en utiliser d'autres. C'est vrai, c'est vrai. Et si on veut utiliser cette solution, il faut quand même aller dans ses paramètres de sécurité pour activer justement Android Device Manager, sinon ça ne sert à rien. Ok, très bien. On passe ensuite à l'application de Baptiste. Et ben moi, je continue ma série des petits jeux addictifs. Aujourd'hui, c'est Ridiculous Fishing. Okay. C'est un petit jeu où on incarne un pêcheur et où l'on contrôle sa ligne. Est-ce qu'on a des images ? Voilà. On a effectivement des images. Voilà. En penchant le téléphone à gauche et à droite, on peut contrôler la direction de la ligne. Il faut, à la descente de l'hameçon, éviter les poissons et à la remontée du poisson, récupérer le plus de poissons possible, tout en évitant les méduses et en récupérant le plus d'espèces possible. Donc ça utilise l'accéléromètre du téléphone ? Et ça utilise l'accéléromètre du téléphone, et donc en le penchant à gauche et à droite, on commande la direction de l'hameçon. Et voilà, c'est un petit jeu sympa, on peut débloquer des objets, pêcher plus profond, pêcher dans différents eaux du monde. Et voilà. C'est gratuit ? C'est payant, c'est 2,29 €, mais ça les vaut. C'est un design plutôt réussi. Simpliste mais réussi. Une inspiration des œuvres en pixel art. Et voilà, c'est assez efficace comme petit jeu. Pas mal pour commencer l'année. Avec ta voix, j'avais peur que tu me choisisses un jeu, je crois que c'est Nagar. Ok, très bien. On passe ensuite à l'application d'Edouard. Ouais, alors mon application, c'est Monitor System, qui est à peu près l'équivalent de gestionnaire de tâches sur Windows et moniteur d'activité sur Mac. Ouais. En gros, c'est plein de statistiques sur l'OS, donc ça va être par exemple le processeur avec des stats sur l'évolution dans le temps, sur la RAM, la vitesse d'écriture du SSD. C'est quand même quelque chose de geek. C'est tout à fait ça. Il y a quand même des trucs assez sympas dedans, notamment un tableau qui liste toutes vos applications et pour chacune, ça va indiquer le pourcentage du processeur qui est utilisé, la RAM, mais aussi la bande passante. Donc au final, ça va vous permettre, par exemple, d'identifier quelles applications sont très énergivores en RAM. C'est une fonctionnalité de KitKat, mais c'est pas, tout le monde n'a pas KitKat encore, donc c'est plutôt pratique. Et en plus, c'est gratuit.
Ok, donc c'est utile. Tout à fait. On passe ensuite à l'application de Julien. Ouais, bien sûr. Bah, moi, du coup, j'ai pensé à nos amis professionnels avec une Professionnels, application journalistes. professionnelle. Bah, pas tant que ça, pas que vraiment. les journalistes, parce que, en tout cas, les gens qui ont besoin d'enregistrer quelque chose. Ok. Alors, comment je suis venu à sélectionner enregistreur de voix facile pro? En gros, je me baladais pour acheter un enregistreur, j'ai vu que ça coûtait une fortune, dans les 40 €, un truc comme ça, 40, voire même 50, plus. voire plus pour avoir des fonctionnalités Les complètement, dictaphones, c'est très cher. mais vraiment complètement folles, comme pouvoir transférer les fichiers sur un ordinateur. Voilà, donc on a un gros retard en fait de ce côté-là. Et en fait, on se dit qu'avec une application, ça peut fonctionner pour 1,59 € ou 2 € sur le Play Store. Donc j'ai choisi Enregistreur de voix facile pro, qui est en fait une application qui a la petite particularité de pouvoir en fait déporter la source d'enregistrement. C'est-à-dire que vous avez un kit main libre, vous le branchez à votre smartphone. Tu peux même brancher un vrai micro au-dessus. Ouais, exactement. On peut brancher aussi un vrai Les gens ne micro. savent pas ça, qu'on peut brancher un Non, vrai c'est vrai. micro d'interview C'est sur un vrai, téléphone. et pourtant ça fonctionne, et en fait ça donne une qualité de son qui est exemplaire. Il n'y a pas vraiment besoin du tout d'avoir un enregistreur professionnel pour ça. Et donc du coup c'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps dans des conditions très, très mauvaises, par exemple dans un bar ou dans un salon pour enregistrer quelqu'un à la volée, et ça fonctionne très très bien jusque là. Et ça fonctionne bien mieux même que certaines autres applications comme je pense là Automatic Call Recorder, qui vous permet normalement d'enregistrer la conversation que vous avez donc au téléphone avec quelqu'un, cette fois-ci que vous avez au téléphone, mais le son est vraiment beaucoup trop faible pour entendre quelque chose en sortie. Donc c'est même conseillé d'utiliser l'enregistreur de voix facile pro et d'appeler la personne sur un autre téléphone que vous enregistrerez par exemple en main libre en fait. Et quel est son nom en anglais à cette application? Easy Voice Recorder. Oui, Easy Voice. Voilà, qu'ils ont traduit vraiment par Google Translate avec enregistreur de voix facile pro. Enfin, c'est, Ok, donc ça tu le vraiment du beau conseilles, pour moi, c'est ouais. une application qui Je est le conseille payante. vraiment. Ouais, c'est payant, mais il y a une version gratuite si vous voulez l'essayer avant. Ok, très bien. J'ai ensuite mon application à vous présenter. J'ai choisi un jeu comme Baptiste, mais c'est un jeu de plateau où vous pouvez y jouer à plusieurs. C'est Small World 2. Beaucoup de personnes connaissent le vrai jeu de plateau physique. Et en fait, il y a eu l'adaptation sur iPad qui était vraiment très très bonne. Et enfin, l'adaptation sur Android. On peut jouer à un ou à plusieurs. Et je crois que Julien, tu connais aussi très bien ce jeu. Ouais, c'est un jeu qui a endiablé plusieurs soirées avec des amis. Donc c'est en fait c'est un jeu. Le principe c'est de coloniser un plateau avec ce qu'ils appellent des races. Donc il y a évidemment des elfes, des nains, des trolls, enfin tous ces trucs là. Et en gros l'idée c'est, enfin la stratégie du jeu, ça dépend du moment où vous faites décliner votre race. C'est-à-dire au moment où vous retournez votre race sur le plateau, vous ne gagnez pas de points à ce tour-là. Mais il faut que ce moment-là, ça soit vraiment le moment choisi pour faire rentrer une autre race sur le plateau. C'est un peu comme quand on fait une course F1 et qu'on va faire la réparation. Voilà. Il faut choisir vraiment le bon moment pour faire ça. Et donc chaque race a ses capacités, etc. En plus, l'univers est vraiment sympa. Ouais, c'est très drôle. Après, les dynamiques, très drôle. c'est quand même s'approche d'un jeu de plateau classique. Ouais, pour les gens qui c'est classique. connaissent, souvent on retrouve les mêmes dynamiques. C'est classique, c'est de la gestion de l'attaque, du combat. Il y a de l'économie, et d'attaque. voilà. Et un peu d'économie derrière. Voilà. Le but étant vraiment que vous ayez le maximum d'or qui se concrétise en points en fait. Ok, très bien. Bon Et voilà, donc, c'est... Oui. Et donc le prix de cette application? Ah oui, le prix, désolé. C'est vrai qu'effectivement, c'est une application qui est payante. Elle peut paraître un petit peu chère, mais elle coûte un peu plus de 7 €. Je crois que le jeu de plateau physique coûte 40. Voilà, le jeu de plateau Voire physique 50. coûte 40, 50, mais celle-ci a l'avantage de pouvoir y jouer partout. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà, c'est tout pour les applications de la semaine. On passe à la séquence Startup. Comme vous l'avez compris, cet épisode d'Androtech est basé sur les rétrospectives de l'année dernière. Justement, Baptiste, tu as un projet qui a fait du bruit l'année dernière. Eh ben oui, je voulais revenir sur un projet qui n'a même pas été fondé en 2013, mais qui a été fondé en 2012. Il s'agit de la Ouya, cette console Android. Donc c'est un petit cube à 99 $ qu'on branche sur sa télé et avec une manette. Et en 2013, elle a enfin été livrée aux backers. Elle a été Et seulement aux backers, je crois. Elle a été livrée et puis on a suivi toute l'actualité, la sortie des jeux, etc. Ouais. Aujourd'hui, on a une console qui déçoit un petit peu quand même, puis on annonce 500 jeux dessus, mais c'est quand même finalement assez peu. C'est pas le problème des jeux, je crois qu'ils avaient promis beaucoup de fonctionnalités et il y a beaucoup de choses qui ont été retardées ou annulées, Effectivement. ou mal développées. Sur les fonctionnalités qui marchent, bien sûr. Parce qu'il y a celles qui ne marchent pas aussi. Et celles qu'on ne reçoit jamais, ou celles qui ne beaucoup de fonctionnent pas promesses. en déballage. Voilà, c'est quand même un projet qui a assez déçu, mais c'est toujours le problème avec les consoles, c'est que quelque part, il leur faut une masse critique où elles vont intéresser les développeurs au début de la chaîne, et donc du coup on va avoir des jeux et un cycle vertueux où C'est à un la fin, écosystème. on va avoir les utilisateurs qui l'achètent.
Et là, on Ouais. en est d'ailleurs à repasser par Kickstarter pour encourager les développeurs à proposer des jeux. Donc, ils ont Ouais. quand même un sérieux problème de ce côté-là. Oui, bien sûr, mais alors il va falloir qu'ils commencent à proposer des jeux qui sont pensés pour la console, parce que leur gros souci, à mon sens, c'est qu'ils proposent des jeux qui sont des jeux tactiles, et ce problème-là, ils ne le résolveront pas en faisant en refaisant une Console de jeux console classique. sur la même base. Sur Android, on a beaucoup de jeux qui se jouent dans les transports, c'est ceux que tu présentes dans ces émissions, par exemple, et qui sont pensés avec un gyroscope, etc. Donc du coup, dans la mesure où ils ont un catalogue qui n'est pas pensé pour leur tablette, leur console, je vois mal comment ils pourront s'en sortir Et- pour proposer quelque chose d'intéressant en Il y fait. avait aussi la promesse prix à 99 $, mais depuis 2013, on a la Wii qui coûte 99 $, mais on peut aussi trouver la Xbox à 130 €, quelque chose comme ça maintenant. La Xbox 360, ouais. La Xbox 360, Bah, donc depuis ça que les devient nouvelles quand sont même sorties, c'est sûr que ça a assez baissé le compétitif prix comme des marché. autres, hein. Bah oui, évidemment, le marché des consoles a vraiment changé ces dernières années. Et effectivement, la Ouya ne trouve pas forcément son positionnement. Mais même avec une PS2 à 40 €, tu fais mieux qu'avec une Ouya en fait. Voilà, c'est un peu le. Ouais, au moins, il y c'est aura un- plus de jeux. C'est un Voilà. peu le De vrais souci, titres. les consoles next-gen ont écrasé le prix des anciennes consoles et qui font tourner les mêmes jeux, c'est-à-dire qui peuvent faire tourner des jeux anciens. Ouais, tout le avec- monde de l'émulation Voilà, tout le monde qui est de très l'émulation. important sur Android. D'autant que on a aussi d'autres consoles Android qui sont sorties. On peut penser évidemment à la Nvidia Shield. C'est pas la même gamme de prix, mais il paraît-il, elle marche très bien aux États-Unis. Et grâce à Nvidia et ses partenariats, on a des jeux phares qui portent la console. Mais justement, on en parlera pour les faits marquants de 2013, parce que ça fait l'objet du dossier de cette semaine. Et donc, l'avantage de la Ouya, c'est qu'ils ont assez d'argent pour développer un modèle 2 qui sortira sûrement cette année, et on espère que cette fois-ci, ça soit à la hauteur. Oui. On suivra ça de très près. Mais on n'y croit pas. Pardon. En tout cas, voilà pour la Ouya. On passe au test de la semaine. Le test, c'est le Oppo N1. Nous l'avons depuis plus d'une semaine. Et justement, Laure, est-ce que tu peux nous parler de ce téléphone? Alors, le Oppo N1, c'est un cousin en termes de format du HTC One Max, puisqu'il a lui aussi En gros, c'est une tablette. Une phablette. Une phablette, oui. C'est le dernier téléphone de Oppo, la marque chinoise, qu'on connaît assez bien pour ses téléphones un peu plus qualitatifs que les concurrents chinois du marché, avec ici un format phablette. Je sais que tu aimes bien ce mot, Julien. Non, c'est très bien. Avec un écran de 5,9 pouces, donc comme le HTC One Max, avec une définition Full HD. On a aussi à l'intérieur un Snapdragon 600 à 1,7 GHz, 2 Go de RAM, une mémoire de 16 Go ou de 32 selon la version qu'on choisira, et ce petit module photo au-dessus qui va être rotatif. Ok, donc ça, c'est Avec- un élément différenciant. Voilà, alors c'est pas non plus si nouveau que ça. Capteur de puisqu'on- combien de 13 mégapixels? mégapixels avec deux flashs, un double flash LED. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur la caméra. Alors, et donc, c'est- ça permet de prendre des photos de soi-même en retournant l'appareil. Là, pour le moment, je prends Je Baptiste voulais en pas dire photo. selfie là. Il veut pas Alors dire là, je vais selfie, vous mais faire c'est un pour faire des selfie. selfies quand même. Hein. Regardez. Ou pour faire du chat vidéo, Vas-y. du Skype La par doc- exemple. Oh, le vieux selfie de La merde duck avec face. le sourire. C'est ce genre de module qu'on retrouve assez régulièrement, qu'on retrouvait assez régulièrement dans les téléphones asiatiques, avant même l'arrivée des smartphones. On avait des téléphones à clapet et ce genre de petits modules rotatifs pour bénéficier d'une seule caméra. C'était soit au milieu du téléphone, soit en haut du téléphone. C'est quelque chose qu'on retrouvait assez régulièrement. Alors, c'est une prise de risque pour Oppo, parce que dès lors qu'on a un système comme ça, qui est quand même utilisé tous les jours plusieurs Il fois, faut que la finition soit impeccable pour que le châssis ne casse pas. Et que la pour petite, éviter d'avoir des retours. oui, ouais, ça va. Et Et des là, c'est problèmes un peu plus mécaniques. compliqué. Voilà. Alors, Donc, qu'est-ce que ça vaut Tu l'as utilisé depuis Alors, en une semaine termes- maintenant? ouais, ça fait quelques jours que j'ai en main. En termes de photos, alors il faut savoir quand même que c'est pas un smartphone à 600-700 euros comme on peut en avoir chez les concurrents phablettes, type HTC justement, puisque c'est le même format. Donc là, on est à 449 euros en 16 Go sur le Ok. site d'Oppo, avec l'accessoire coque et avec une petite télécommande. Elle est là, donc. voilà. Ça, c'est la coque officielle. Ouais. Sachant que les autres vont nous vendre ça 40 euros sans problème. Et il a une généralement. petite particularité dont tu n'as pas encore parlé. Ouais, c'est vrai. On a On un la petit voit pas en pavé- fait, c'est non, on voit caché. rien. C'est- Il y a un c'est pavé justement tactile le- à l'arrière. Alors si ici. tu essaies et que tu t'en sors bien, Je vais vous montrer tu vas en pouvoir fonction des balayer écrans sur lesquels on les est. écrans, voilà. Par exemple, là, je suis sur le bureau, et si je pose bien mon doigt, parce qu'on ne peut pas justement savoir exactement. En fait, le pavé tactile est quand même un poil trop petit peut-être pour être. Bah, alors intéressant. on te dit sur la fiche technique, ça fait 12 cm², effectivement. Voilà. Mais, Vous avez vu, l'écran bouge tout seul. mais c'est pas en fait, il évident, bouge pas faut vraiment vraiment tout seul, c'est prendre moi ces qui le marques. bouge. Avec le pavé tactile derrière. À l'arrière, voilà, comme C'est ça. un peu FBI, une fausse bonne idée, d'autant C'est- que quand on a une gadget, coque,
par exemple, il faut une coque spéciale qui a une découpe spéciale pour, Voilà. pour Par utiliser contre, le pavé tactile. pour avoir essayé ça pas mal de fois, bon, c'est pas facile quand on n'a pas mis de Je coque, peux mais alors prendre quand on aussi a mis la une coque, il photo faut appuyer en fort restant appuyé. et c'est pas évident. Mhm. Coucou. Ce qu'ils sont en train de dire, en fait, c'est que Oppo a inventé quelque chose de plus difficile à faire qu'avant. En fait. Alors, c'est gadget, ça je suis d'accord, c'est super gadget. Très gadget. Par contre, il y a une fonction que j'ai trouvée sympa, c'est l'ouverture de l'appareil photo en double-cliquant sur ce petit pavé tactile. On va Ça, j'ai tester. trouvé ça cool. Parce que ça va vite, ça marche bien, si tu vises dedans, Ça fait 3 fois qu'ils testent. et tu vises à côté. Ah, je les ai à côté. C'est vraiment... Ah, voilà. Vous avez vu? Donc si tu C'est si par t'as la pris tes pensée que je l'ai marques, fait. bien joué. Et donc si tu prends tes marques et que tu vises vraiment au bon endroit, ça marche bien. Et avec un appui long dessus, à peu près 1 seconde. Alors, je vais le Normalement, tu refaire pour déclenches qu'on voit l'appareil. bien la caméra. Regardez. Ah non, là, Et tu le refermes. Hein. Tu le Non, refermes mais si j'ai tu fait veux exprès, j'ai D'accord. ouvert et j'ai fermé. Ok. Vous avez vu? Et là, sans toucher l'écran. Oppo, téléphone pour magicien. C'est un peu ça. Hein. Bon, après, on s'en servira pas toutes les 5 Big minutes. Denis. Faut pas arriver. Non, c'est Ça quoi fait- vraiment l'intérêt? Parce que moi, je me dis, le vrai Bah, intérêt, c'est l'intérêt, qu'ils c'est- aient développé un kit de développement et mis en place un kit de développement pour les développeurs afin de développer des choses intéressantes pour leur application. Ouais, Est-ce que ça c'est le pourrait- cas? Ça pourrait l'être. Pour l'instant, on peut l'utiliser dans leurs applications. Je ne sais pas s'il y a un SDK disponible pour les développeurs. J'espère qu'il y en a un, parce qu'effectivement, ça pourrait être très utile. Très utile. Edouard, est-ce que tu Utilisable. vois des applications à ce pavé tactile à l'arrière ou... Comme ça, non. Mais, Il est super dubitatif là. non, mais surtout, en fait, le problème, c'est que c'est sur un écran aussi grand et comme vous le montrez, c'est galère à utiliser. Ah ouais, donc, parce qu'on n'arrive pas à savoir où il se situe à l'arrière Voilà. en fait. À la limite, Alors- il faudrait des applications qui aient besoin de ne pas avoir les doigts sur l'écran. Et en fait, j'en vois pas beaucoup sur un écran tactile, qui est un peu le. Mais le c'est concept. pas une idée neuve, hein. C'est une idée qu'on avait déjà sur un certain Motorola qui était en slide et qui avait un clavier et un pavé numérique derrière. Et C'est on aussi- trouve ça actuellement aussi On dans les retrouve ça assez dans les régulièrement, manettes, pardon, dans les consoles manettes de de jeu, PS4, sur les sur la petites PS Vita. consoles, sur la PS PS Vita. Vita, effectivement. Voilà, donc c'est un petit peu à la mode. Globalement, ça sert à rien. Ok. Mais bon, c'est ça, sur PS ça- Vita, Donc, c'est- donc je résume à ce niveau de la et vidéo. c'est un on aveu a de grande taille en fait, et de trop grande taille pour la plupart On a- des mains. Oppo qui a voulu se différencier, ils ont mis une caméra rotative, ils ont mis un pavé à l'arrière. On va rentrer maintenant dans les détails qui sont plus classiques. Avant de s'intéresser au logiciel, est-ce que tu peux me dire que vaut le capteur photo? Moyen. Il vaut Donc 450 là, je vais faire euros une photo et test. il vaut son prix. L'avantage, c'est qu'on peut faire du selfie en 13 mégapixels. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, donc là, j'ai un gros on n'en fait zoom pas sur toutes les 5 Baptiste. minutes, hein, selon ce qu'on C'est pas utilise. non plus très mauvais. Hein. Non, c'est pas parfait. En basse luminosité, parce que c'est ça qui est censé être le point fort Ouais, là, on de voit ce qu'il y N1. a un peu de bruit, Il y a du et bruit c'est qui un peu arrive flou. rapidement. La mise au point est extrêmement rapide, mais elle est peut-être un petit peu aléatoire, justement. Ouais, il met au point rapidement peut-être, mais en tout cas, il est pas super. En fait. Ça ne veut On pas a dire fait qu'elle des est, tests qu'elle est avant. efficace, c'est ça le C'est problème. pas super efficace et ça, c'est même plutôt pas efficace, on va dire. Alors, Les couleurs sont très flashy. Alors si tu regardes bien, il y a un double flash. Si tu l'utilises Oui, en double pleine flash, puissance, ça va avoir tendance à te cramer tes photos, donc ça va pas être super joli. Ici, là. J'avais fait quelques tests. Alors les C'est- constructeurs, ils s'amusent à mettre des doubles flashs. On a eu les 4 Oui, alors, flashs c'est un peu de n'importe laser Le Liquid Liquid SD en met S2. 4, certains HTC en en mettent... avait mis 2. Ouais. Et- Après ils se sont dit ah non c'est trop, on en met qu'un. Par contre on a une fonction avec un semi-flash qui peut être assez efficace, mais pas dans toutes les situations, pour Ok. avoir une luminosité très correcte, Ok. mais à utiliser avec parcimonie quand même. Hein. Et personne ne s'est dit qu'un flash de couleur comme ce que propose Apple sur son 5S, c'était quand même le truc le mieux. Ah bah ils sont pas dit ça chez Oppo en tout cas. Hein. D'accord. Et Encore. ensuite, le processeur, c'est du Snapdragon S600. C'est un processeur qui a déjà prouvé Voilà, on le connaît bien, on le voit chez le HTC One, le One Max, le Galaxy alphabet, S4 aussi. le Galaxy S4. Donc il est là chez Là, chez on pas a mal les de scores monde. de benchmark. Voilà. Il fait des scores qui sont forcément inférieurs à ce qu'on va avoir avec du S800 chez du Note 3 par exemple, ou des phablettes de Donc ce on voit type. que c'est le niveau d'un Galaxy S4. Ouais, tout à fait. C'est le niveau d'un HTC One Max. Ça marche très bien, hein. Faut pas non plus être trop exigeant. Ça marche Mais à extrêmement bien. l'utilisation, on a une fluidité. C'est fluide. Mais c'est toujours bien. intéressant d'avoir des téléphones chinois qui intègrent des processeurs de qualité. Et sachant Et pas qu'on du a une médiatique. bonne autonomie grâce à ça aussi. Hein. On tient largement la journée et ça c'est super appréciable sur ce type d'appareil. Edouard, qu'est-ce que tu penses de l'Oppo et est-ce que tu peux nous parler du logiciel? Parce qu'il y a des petites particularités, je crois. Ouais, la particularité, c'est donc le téléphone que vous avez, il utilise ColorOS, qui est donc la version modifiée. Donc là, ce que j'ai, c'est ColorOS. Voilà, c'est Android 4.2 modifié à la sauce chinoise, donc généralement c'est toujours aussi moche. C'est des icônes colorées, voilà. des formes
des formes bizarres. Voilà, bref. Mais en fait, la particularité de ce téléphone, ce sera le premier à utiliser Cyanogen de manière officielle, parce qu'on vous l'avait déjà dit, mais Cyanogen c'est maintenant une entreprise, et donc l'Oppo N1 va être le premier téléphone à vraiment utiliser cette ROM professionnelle, si on peut dire. Et ça se caractérise comment? C'est du dual boot ou est-ce que l'utilisateur au premier lancement a le choix? Je pense, du moins je sais pas exactement, mais je pense que qu'il n'y aura justement pas le choix et que ce sera Cyanogen tout court. En gros, ils vont collaborer avec Cyanogen pour faciliter l'installation de Cyanogen Mode. Non, ce sera préinstallé. Ça sera préinstallé, mais ouais. ok. Et la sortie donc, Ça, c'est une bonne date nouvelle du pour 24 décembre. les puristes. Bah, oui, et puis c'est le premier Cyanogen Phone, si on peut dire, même si c'est pas Cyanogen qui le fait, c'est la première collaboration d'envergure de Cyanogen avec un constructeur. C'est un peu à comparer au Google Play Edition où on a une version constructeur et une version Google. Là, c'est une version constructeur et une version Cyanogen. C'est une bonne formule, je pense. Bah, il est intéressant pour ça aussi. Après, ça reste un format phablette. C'est donc un public de niche qui va apprécier ça. Il pèse plus de 200 grammes. On ne peut pas toucher l'autre côté de l'écran. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Et c'est encore plus gros avec la coque. Un peu, je vais mettre la coque justement. Ça fait très LG en fait cette histoire de coque, parce qu'on avait la même chose avec le G2 et on a aussi la fonctionnalité, ça s'appelle pas comme ça mais Knock-on, qui consiste à double-cliquer sur l'écran éteint pour le réveiller. Et on a ça sur le G2 également. Bon, a priori ça marche, peut-être qu'on l'a désactivé mais ça marchait. Ça marche. Donc on peut faire un double clic sur l'écran pour désactiver ou activer l'écran? Non, juste pour l'activer justement. Pour l'allumer en fait. Ah oui, ok. Donc il faut le mettre en veille, je vais tester. et voilà, et tu double-cliques et normalement ça marche. marche. Ça marche. Voilà. Alors ça c'est très utile. Ça j'aime bien, parce que quand on pose son téléphone sur son bureau à côté de soi et qu'on veut voir ce qu'on a reçu à l'instant, hop, un double-clic. J'avais testé il y a 2 mois le G2, très pratique. Parce que j'avais réalisé le test pour Frandroid et j'avais pris l'habitude d'utiliser Knock-on. Oui, et aujourd'hui, 2 mois après avoir abandonné le G2, je le fais toujours sur mes téléphones. Donc, est-ce qu'il y a des équivalents sur le Play Store du coup? Non, parce que ça touche en fait... il peut nous en parler, Edouard, justement. Ouais, en fait, c'est vraiment des modifications au niveau bas niveau, au niveau du kernel notamment. Donc il faut vraiment une ROM à part entière pour pouvoir le faire. Mais c'est en développement pour le Nexus 5. Je ne sais pas si c'est finalisé. Peut-être que ça sera par défaut sur Android dans les prochaines versions. Ce serait souhaitable. Mais effectivement, en fait, c'est une connexion entre le touchscreen et les modules de gestion de l'alimentation du téléphone. Donc effectivement, c'est des modifications. Oui, ça demande que l'écran soit toujours actif pour pouvoir détecter le... Bon, voilà pour ce qui est du Oppo N1. Est-ce que tu peux nous faire une conclusion sur le Oppo N1? Est-ce qu'on le conseille à ce prix-là? Parce qu'il a quand même des défauts. En plus d'avoir des petites particularités qui peuvent être identifiées pour certains comme des défauts, il a également non compatible 4G, je crois. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que pour le coup, pour quelqu'un qui voudrait une phablette, avoir de la 4G en plus, ça en ferait vraiment la phablette, pas ultime, mais une excellente phablette. À 450 €, elle a un excellent rapport qualité-prix. Donc ça aurait été vraiment une bonne idée. Et côté SAV, comment ils assurent Oppo? Alors là, c'est la grande question. Voilà. En gros, Oppo, ils ont un revendeur en France qui n'est pas Oppo, c'est Oppo Style. Voilà. Les gens peuvent confondre, en même temps c'est fait pour. Oui, c'est fait pour. Et qui vend... Déjà, c'est quand même assez positif parce que pour beaucoup de marques chinoises, c'est des revendeurs qui sont des revendeurs tiers. Là, Oppo Style garantit le téléphone normalement. Il garantit ce téléphone, mais c'est-à-dire si on le casse, il y a un retour en Chine. Je pense que ça prend un petit peu plus de temps. Il n'y a pas de SAV physique en France. Voilà. Mais la bonne chose, c'est qu'on peut le dire, c'est que Oppo nous a envoyé le téléphone et donc ils ont vraiment une vocation à vouloir s'internationaliser. Se faire connaître à l'étranger. D'ailleurs, on a un listing de tous les pays dans lesquels c'est disponible sur Oppo Style et c'est disponible quasiment partout. Donc est-ce que tu le conseilles? Franchement, oui. Alors, il faut aimer les petites fonctionnalités gadgets. Faut accepter aussi de ne pas les utiliser tout bêtement. Mais il a un bel écran, il tourne bien. C'est sûr qu'on peut se différencier en ayant ce téléphone. Ouais, je le trouve un petit peu féminin, effectivement. Il a un côté un peu bling-bling, avec son petit machin rotatif, avec ses petites bordures en métallisé, avec sa coque. C'est vrai que c'est tout en plastique. Mais ça a l'air d'être un plastique tout en plastique. Il y a une espèce de faux cuir, j'ai senti tout à l'heure. Des faux cuir? Ouais, sur la coque, ouais. Mais globalement, il tourne bien, il a des vraies qualités, il est pas trop cher. Donc qui veut une phablette peut y aller, je dirais pas les yeux fermés, mais quand même en ayant confiance. On a des fans sur le forum de la gamme Oppo. Ah, et Oppo, c'est une grosse communauté. Ça se développe vraiment. Et avec la version Cyanogen, je trouve qu'il y a vraiment des éléments différenciants chez ce N1. Ça doit fasciner, c'est un peu un mythe, le téléphone chinois très bon, haut de gamme, etc. Et donc, du coup, après, il y a les gens qui vont s'apercevoir que tu vas l'avoir dans les mains. Ah, finalement, c'est ça. Enfin, bon, vous aurez peut-être moins de fans dans 2 mois. Pour compléter ce que j'ai dit, le dual boot, il y en aura bien au final. Ok, il y a un dual boot. Vérifier. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Ouais.
Dans une édition à part, évidemment, dispo depuis Noël. Ok, tu le conseilles, tu as déjà une note pour ce téléphone? Ça va être une bonne note. J'ai pas encore fixé, mais ça va être une bonne note. Ok, entre 8 et 9 Entre 8 et 9, ouais. sur 10. Très bien, bah, c'est tout. C'était le test du Oppo Rena que l'on vous conseille. Pas de débat cette semaine, on part sur la rétrospective 2013 avec les faits marquants de 2013. Et pour commencer ce débat, je vais vous demander de me dire qu'est-ce qui vous a marqué en 2013 et une seule chose par personne, s'il vous plaît. Et ben moi je vais commencer, je pense que ça serait les smartwatches. On a vu que tous les constructeurs ont rendu leur copie. On a vu la Gears de Samsung. On a vu... tous, hein, on attend toujours Apple. On attend évidemment toujours Apple. On a vu la Smartwatch 2 de Sony. Alors, on a vu aussi pas mal de projets. On avait HomeMate qu'on a reçu ici sur ce plateau. Mais qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Voilà, ça sera les questions sur 2014. Est-ce que, pour le moment, on l'a pas est-ce que encore, les utilisateurs trouvent leur usage? Parce que pour le moment, là, il n'y a pas d'usage sur les montres connectées et il y a du travail pour les constructeurs. Ensuite, je vais demander à Edouard. Edouard, qu'est-ce qui t'a marqué en 2013? Ouais, moi, c'est plutôt du côté Android et notamment C'est bizarre ça. de Google. Ouais. Alors en fait, Android a depuis le départ été open source et ce que je remarque, c'est de plus en plus Google essaie de faire ses nouveautés non open source. Alors par exemple, il faut revenir à la Google I.O. où quasiment les 9/10 des annonces étaient pour les Google Play Services. Donc Google Play Services, c'est en fait, ça a un énorme avantage parce que ça permet justement de limiter la fragmentation. Ce qu'on appelle la fragmentation, c'est en fait une application. Il y a encore beaucoup de monde qui utilise Android 2.3 et donc du coup c'est souvent difficile à gérer. Donc le Google Play Services, il essaye justement d'unifier et donc de proposer à tout le monde la même expérience. Mais en revanche, ces Google Play Services, ils ne sont pas open source. Et donc si on utilise une version non approuvée par Google, ces nouveautés, elles ne sont pas accessibles. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces nouveautés? Google Play Games, Google+, c'est très orienté autour des outils Google. Voilà, tout ça. Et je trouve que ça, c'est un des éléments qui fait que Google est en train de partir dans un mauvais sens. Il y a un deuxième truc, c'est au niveau de l'AOSP, donc c'est Android Open Source Project. C'est donc, en fait, si on veut créer sa ROM, c'est on peut tout créer à partir de là. Et en fait, si on regarde bien, il y a de plus en plus, du moins, au contraire, il y a de moins en moins de choses à l'intérieur. Si on veut avoir une application musique, c'est une application musique de 2.2. En fait, c'est remplacé par Google Play Music. Si on veut une appli SMS, maintenant c'est remplacé par Hangout et donc il n'y a plus rien. On a des vrais contrepoids maintenant, on a vu Cyanogen qui commence à prendre... Oui, on a des contrepoids, mais si on n'est ni l'un ni l'autre, en fait justement, Cyanogen peut arriver à se démarquer en proposant ses applis en open source, mais Google est en train de faire une grosse connerie parce qu'il est en train de renier quelque chose qui faisait vraiment sa force. Tu vas un peu vite, je pense. C'est surtout que Google est en train de faire ce qu'il fait depuis 10 ans, c'est-à-dire il donne des produits d'appel, tout est gratuit, tout est beau, on est super gentil, et quand tout le monde les a acceptés, finalement non, on est méchant, on veut se faire de l'argent. Ouais, voilà. Mais moi, ma réflexion, elle est plutôt à court terme, ça va rien changer, mais je suis convaincu qu'à long terme, cette stratégie qui vise justement à oublier l'open source, ça aura des conséquences. Mais il faut que ce soit un juste équilibre. Ouais, il faut que ça soit un juste équilibre, mais ouais, j'ai l'impression que Google est en train de faire quelque chose qu'il faut vraiment pas. Google là, c'est-à-dire des gens qui veulent contrôler le monde, pas des gens qui veulent être gentils avec des développeurs. Oui, mais il y a quand même le Don't Be Evil qu'il faut non, rappeler. Ça n'existe plus ça. Maintenant c'est Make Money, Be Evil. Ouais, non, mais non. Bon, on va passer aux faits marquants de l'or. Qu'est-ce qui t'a marqué l'année dernière? C'est pas du Make Money parce que c'est le déclin de RIM, qui ne s'appelle plus RIM d'ailleurs. On ne parle pas trop d'argent quand on parle de RIM. Non, justement, ils ont licencié beaucoup. Ils ont abandonné leur nom de RIM, d'ailleurs, il s'appelle maintenant BlackBerry. On l'a vu en début d'année dernière, une grosse conférence de RIM. Alors ça partait très bien, on est de retour, on a un nouvel OS. BB10, ça va être super, on vous annonce un Z10 qui va être formidable. Et finalement, c'est en train de se casser la figure. La proposition de rachat de Fairfax a été refusée. Alors, ils essaient de remonter la pente autrement. Ils misent maintenant tout sur leur service en proposant du BBM, donc BlackBerry Messenger, sur Android. Donc, ils sont en train de s'ouvrir au reste du monde. Mais bon, la peau de BlackBerry ne vaut plus très très cher. Pour moi, le lancement de BBM est plutôt mitigé. Même si on a parlé de très gros chiffres de téléchargement, j'ai l'impression que les gens ont plus testé. Mais personnellement, j'ai trouvé l'expérience très mitigée. L'expérience n'a pas l'air terrible pour l'instant. Ok.
Bon voilà pour BBM, on espère, pour RIM, j'espère qu'on parlera d'eux en 2015. Ils sont toujours là, ouais. S'ils sont toujours là. Je vais demander à Julien, qu'est-ce qui t'a marqué en 2013 Ouais, alors qu'est-ce qui m'a marqué? C'est pas réellement. Enfin, si, ça répond à la problématique mobilité et technologie, mais c'est pas vraiment centré sur Android et sur les constructeurs, c'est plutôt évidemment les révélations dont on a parlé dans la presse et dans la grande presse et dans la presse. Il y en a tech. chaque année des révélations. Voilà. Mais celles d'Edward Snowden, qui sont quand même des révélations qui ont changé les rapports qu'ont les utilisateurs, en fait, je pense, à leur environnement numérique. Et évidemment, ça a des impacts sur le rapport que l'on a à notre smartphone et aux grandes compagnies technologiques. On pourra parler de Google, mais évidemment aussi Microsoft, évidemment aussi Apple, évidemment. Tu nous rappelles rapidement ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était un consultant qui travaillait pour la alors c'est un consultant qui travaillait pour la NSA. NSA, pardon. La NSA, donc Edward Snowden, qui a fait, en fait, qui est parti donc des États-Unis avec une masse colossale de documents, de dossiers qui révélaient une surveillance massive de la NSA sur les citoyens, non seulement américains, mais aussi les citoyens du monde entier. Y compris les gouvernements. Y compris les gouvernements. Chaque semaine, on a des nouvelles révélations. Et en fait, pourquoi chaque semaine on a des nouvelles révélations? C'est que les journalistes que Snowden a contactés, notamment Glenn Greenwald, journaliste au Guardian, ils sont assis en fait sur une montagne de dossiers qui sont en train d'éplucher en fait. Et c'est pour ça que même pas arrivé au quart de ce qui. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut voir certaines révélations qui sont données, enfin qui sont sorties par le monde. En fait, c'est pas vraiment le monde qui sort ces révélations, c'est Glenn Greenwald qui leur donne, qui dit ah bah tiens regardez, là j'ai trouvé vraiment des documents qui impliquent la France et le gouvernement français. Donc est-ce que tu penses que ça va changer le comportement des gouvernements ou est-ce qu'ils vont justement faire plus attention? Alors non, je pense sincèrement que en fait là on rentrerait dans la géopolitique et ce qu'on a vu actuellement, enfin ce qu'on a vu de la réaction de la France, c'est on va convoquer l'ambassadeur des États-Unis, on va lui faire une petite remontrance. Parce qu'il y a même eu des révélations sur la France. Mais, bien sûr. Qui nous surveille. Voilà, il y a eu une. Mais en fait, il n'y a rien de vraiment de choses, il n'y a pas vraiment de choses qu'on ne savait pas déjà en fait. C'est juste qu'on a des preuves. Les milieux, voilà, alors les espions espionnes, ça effectivement on le savait pas. On le savait. Ce qu'on ne savait pas en revanche, c'est l'ampleur de l'espionnage et qu'en fait on est passé, la NSA est passée d'une stratégie qu'on pourrait dire qualitative, c'est-à-dire espionner telle cible, espionner tel groupe, etc., à une stratégie qui est strictement basée sur l'analyse quantitative, c'est-à-dire on espionne tout, on trie après. Voilà. Mais, le fait marquant pour moi pour toute l'affaire Snowden et de la NSA, c'est vraiment la prise de conscience qu'il y a eu aux États-Unis sur toute l'affaire et sur le fait qu'on est espionné tout le temps. Les citoyens étaient un peu idylliques. C'était un peu idyllique aux États-Unis, ils avaient l'impression que tout était beau. Mais ici aussi, hein. Enfin, on a quand même aussi l'impression que tout est. Mais je pense qu'on en avait peur et on avait peur de se dire que c'était vrai. Et maintenant qu'on a les preuves en face de nous, on se dit bon, effectivement. C'était un peu ça, ouais. On avait peur. C'est peut-être justement le moment déclencheur. C'est un peu les scénarios catastrophes de pas mal de films. Bah exactement. Et là, on a peut-être le moment déclencheur avec Snowden et avec évidemment Manning et les autres qui ont précédé, hein, et évidemment Assange, le premier avec WikiLeaks. Cette espèce de vague de whistleblowers, comme on les appelle, ça a peut-être amené à une prise de conscience générale, enfin en tout cas je l'espère, qui amènera peut-être à plus de sécurité et non, mais parce qu'à la limite les comportements, il faudrait changer les comportements des utilisateurs, parce qu'en haut de la chaîne j'ai un doute que ça puisse changer. Enfin, quand la NSA a dû voir qu'Edward Snowden a sorti tous ces documents, la première chose qu'ils ont dû se dire c'est bon bah qu'est-ce qu'on fait après en fait, c'est pas du tout. On change les mots de passe et on bloque les accès. Non mais en fait non, on change de méthode, on dit pardon, on dit merci, c'était cool et en fait voilà, on prévoit la suite. Moi je pense pas que les choses vont changer, moi. Les choses juste que les méthodes vont changer. Les méthodes vont changer et donc du coup c'est aux citoyens en fait. C'est aux citoyens de rester vigilants et de comprendre qu'il y a qu'Internet n'est pas finalement un grand n'importe quoi où on pourrait afficher tout et n'importe quoi sur Facebook, sur Google, vraiment sur Google+. Bref. Il faut pas devenir parano, mais il faut faire attention. Non, il y a pas de. Faut être conscient de. C'est pas une paranoïa, voilà. C'est exactement ça. C'est une conscience. C'est une conscience que la vie privée c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'important pour la démocratie, pour la vie en société. Et la vie privée en fait c'est un fondement. C'est-à-dire la vie privée c'est ce qui vient avant. C'est que si tu te sens surveillé, tu vas pas faire les choses comme si tu ne te sentais pas surveillé. Et même inconsciemment, c'est même pas des choses. Même si tu te dis j'ai rien à cacher, c'est pas vraiment. Tu n'as pas un secret gouvernemental, t'as pas des secrets peut-être industriels, etc. Mais si tu sais qu'on te surveille, est-ce que tu vas faire exactement la même chose que si on ne te surveillait pas? Est-ce que tu vas écrire la même chose si tu es journaliste? Est-ce que tu vas faire les mêmes rapports si tu es médecin? Est-ce que tu vas faire les mêmes décisions de justice si tu es avocat? Non.
Voilà. Donc, Il faut quand même pas parler d'autocensure, faut juste parler de... Non, c'est pas une forme autocensure. de pudeur finalement. Voilà, c'est ça. Qui se développe. C'est une pudeur, mais c'est une pudeur qui est malsaine parce qu'il ne devrait pas y avoir lieu d'être pudique dans les choses qu'on écrit ou qu'on écrit pour des gens privés. C'est vraiment dans quelles circonstances. Voilà. C'est dommage. Bon, Ton fait marquant. Ouais, voilà, justement, mon fait marquant, moi j'aurais bien voulu parler de Snowden, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Moi je veux parler du rachat de la branche device de Nokia par Microsoft. On l'attendait, c'est pas une surprise. Ça fait depuis que Nokia a annoncé le partenariat avec Microsoft, avec cet apport d'argent, cette utilisation de Windows Phone. Ces problèmes financiers ont besoin de s'associer avec plus grand qu'eux pour Nokia. Et moi, ce que je vais... et de voir la suite, notamment au niveau smartphone. Ok, mais justement, moi, ce que je vais attendre sur 2014, c'est voir comment Microsoft va arriver à faire en sorte que les gens pensent Windows Phone et pas Lumia, parce qu'aujourd'hui, 95% des téléphones Windows Phone sont des Lumia, et la marque Lumia, je crois que j'ai vu une étude, la marque Lumia est largement plus connue que Windows Phone. C'est inquiétant pour Microsoft. Mais bon, ils ont le droit d'utiliser la marque Nokia Lumia. Sauf qu'elle est licenciée à Nokia et qu'elle leur appartient pas. C'est le nom Nokia qu'ils ont le droit d'utiliser, mais pas Lumia. Voilà, mais en fait, est-ce que ça, on le voit pas arriver depuis très longtemps? Moi, je me souviens du MWC peut-être 2011, on était déjà en train de rigoler un peu, genre en coulisses, en se disant ouais, Microsoft, Nokia, bon, ça c'est clair que ça va finir sur un rachat. Ils ont déjà les dirigeants qui s'échangent. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est On l'attendait. Voilà. On l'attendait, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours de voir comment ça se fait. Avec le départ de Steve Ballmer, la succession. La succession, l'histoire de Stephen Elop à la tête de Nokia qui va revenir chez Microsoft. On va parler beaucoup de Microsoft en 2014. Et moi, je peux prendre les paris et je vous dis qu'en 2015, on aura peut-être un téléphone sous Android chez Nokia. Alors ils ont été interdits justement à cause de ce partenariat, apparemment. Ouais, mais comme Nokia récupère les droits de pouvoir commercialiser un téléphone en 2015, je pense qu'ils préparent quelque chose pour leur retour. Ce sera le retour de la Normandie alors. Peut-être Madame Irma. Je pense. Mais bon, peut-être que je m'engage trop, c'est pas encore le moment des pronostics, on fera ça à la fin. Voilà pour les faits marquants. Ce que vous voyez, c'est qu'il s'est passé énormément de choses. On a pris beaucoup de temps à résumer déjà les faits marquants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va rapidement aller sur chaque catégorie de produits pour voir ce qui a changé en 2013. Et on va commencer par les télévisions. Alors, les télévisions, on a bien sûr l'irruption commerciale de la 4K, on l'attendait. Mais pour moi, ça va beaucoup plus vite que prévu. Et on voit qu'il y a la 4K est en train de déborder sur toute la chaîne de valeur et ça va aller plus vite que prévu. Partout là où on avait une résolution, la 4K. Quand je parle de 4K, c'est Ultra HD. Voilà. Le nom commercial, ouais. Qui comprend la 2K. Justement, comme tu disais, les écrans sont de plus en plus grands sur les téléviseurs. Voilà, et donc du coup, il a fallu que tous les appareils qui géraient cette résolution avant le téléviseur s'adaptent. Et aujourd'hui, c'est fait. Est-ce que les supports sont là? C'est ça le truc, parce que est-ce qu'on a des Blu-ray 4K, le contenu traîne un peu, c'est un peu le souci. Mais c'est surtout le prix qui est pas encore dématérialisé, je pense. Mais... Il y a la Coupe du Monde qui arrive, hein. Ce sera sûrement filmé en 4K. La Coupe du Monde va être une bonne façon de... Il y a la 4K qui arrive sur les smartphones également. La 4K... Tu parles de dématérialiser, mais alors ça va encore surcharger encore plus les réseaux. On va parler du réseau après, mais les réseaux évoluent aussi. Parce qu'on est sur du 4K, j'imagine qu'on est sur des fichiers qui doivent peser plusieurs dizaines, si je ne dis pas de bêtises, presque plusieurs centaines de géo. Ouais. Effectivement. On a également sur la télévision l'arrivée de plus en plus d'Android. C'est pas encore le cas d'une façon générale, mais on voit arriver des solutions sous Android. On a vu l'offensive Chromecast de Google. Donc c'est le premier dongle, c'est le premier dongle qui est porté par un gros constructeur. Voilà. En tout cas, Google avait une Google TV portée avec des partenaires, mais cette fois-ci, ils font les choses par eux-mêmes, avec un OS qui est peut-être Android, mais qui n'est pas affiché à l'utilisateur. Et cette fois-ci, ils se sont concentrés sur l'usage. Quel est l'usage qu'on veut? Et l'usage, c'est d'avoir un smartphone, un PC ou une tablette qui envoie du contenu sur la télé. La télé n'est qu'un écran, ne redevient qu'un écran qui doit recevoir du contenu. Effectivement. Et il n'y en a pas seulement ça, on a aussi l'évolution de Google TV. Alors Google TV, c'est une version d'Android modifiée, si je dis pas n'importe quoi, qui est conçue pour la télévision et qui est aujourd'hui conçue surtout pour les services de Google. Un peu comme le Chromecast, parce que la Chromecast, pour le moment, c'est les usages américains. Elle sera commercialisée en France, a priori, en 2014. C'est prévu en tout cas. Et donc pour le moment, toutes les solutions TV de Google sont des solutions très YouTube
orienté, j'ai envie de dire. Oui, c'est quand même le service phare qu'on va avoir, notamment sur Comcast. C'est la killer feature aussi de ce genre de produit, de la Google Regardez TV les ou milliers du de vidéos de Chromecast. chats. Ah oui, c'est important quand même. Ouais, effectivement, mais en France, il nous manque des services à la Netflix qui auront une vraie valeur ajoutée sur tous les appareils comme ça. Ils ont Mais été qui reçus, pourrait arriver, je crois. d'ailleurs. Ils ont été reçus par le gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, peut-être Donc l'idée, ce serait que ça arrive en Netflix, 2014, justement. en Europe. Donc voilà, pour finir sur les écrans, il y a bien sûr les écrans incurvés et au CES on parlera, Alors, on en parle en télé. comprendre qu'on aura des écrans incurvés 4K. Ouais, parce qu'on a présenté en 2013 les premiers écrans incurvés en télé. Bon, les prix ont commencé là, Les aujourd'hui ils prix sont là. étaient faramineux. Voilà, Voilà. ils sont vont toujours commencer très hauts. à baisser. Donc l'idée, c'est que ça commence à se démocratiser un tout petit peu sur les télés, sur les smartphones aussi. On a vu le G-Flex de LG qui arrive dans 2 mois, 1 mois et demi. Chez Orange. Samsung en a fait un également. A priori, ça devrait continuer avec des produits peut-être un petit peu plus utilisables. Mais dis-moi, à quoi ça sert? Ah, alors ça, c'est la grande question. Au niveau du son, ça peut être intéressant chez le LG. Au niveau du son. Ah oui, parce que les gens qui ont une télé à 10 000 €, ils ont Ah pas non, une non, je parlais installation. du téléphone. Ah bon, d'accord. Ah, Ah, Alors non, la non. télé, je cherche encore. Apparemment, il y a des angles de vision qui seraient un peu intéressants. Bah oui, Moi, on ça me parle pas les trop. reflets. Il faut quand même avoir bénéficier d'une meilleure immersion. un extrêmement grand salon pour avoir ce genre d'écran. Là, on voit le téléphone justement qui est incurvé. On passe ensuite aux objets connectés et comme vous savez, ce marché il procède par innovation incrémentale. Il y a pas mal de choses intéressantes, en particulier sur les objets de bien-être. Aujourd'hui, c'est ce qui décolle. Alors effectivement, ça va être vraiment une grosse trend cette année. Ça va être vraiment, on va en avoir partout. On en attend énormément au CES. On a déjà des entreprises qui commencent à être bien Et installées. il y a une vraie filière française. On parle Ouais. de Parrot, Withings, etc. Tout à fait. Netatmo, Netatmo aussi. qui fait un thermostat et une station connectée. On a effectivement des belles entreprises qui savent communiquer, qui mettent sur le marché des produits sexy et qui trouvent leurs utilisateurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on capte, on mesure, mais Qu'est-ce voilà, que on ne tu sait fais pas vraiment. On se Fait. demande à quoi ça sert Donc vraiment. l'interaction, est-ce qu'elle est arrivée au moment où on va interagir avec les objets pour les faire agir, ou est-ce qu'on capte ce qu'ils racontent sur notre smartphone pour avoir des comptes rendus? Effectivement. Là, aujourd'hui, c'est un marché qui se structure et on voit des solutions qui vont être des plateformes qui vont agréger toutes ces données afin de les trier et les analyser Oui, bien pour qu'on sûr. ait un tableau de bord. Bien sûr. Aujourd'hui, on n'a aucune interaction, aucun standard. On a certains standards pour ce qui est par exemple du médical. On a Continua, ce qui est une espèce de forme de Bluetooth pour tout ce qui est prise de tension ou les appareils pour les diabétiques. Aujourd'hui, Mais ça reste très santé, bien-être, fitness, etc. voilà, les standards qui existent sont vraiment cloisonnés dans leur écosystème et ne sont pas globales et ouverts. Alors pourtant, c'est ce qu'on pousse, c'est de l'ouverture afin d'interconnecter tout. Mais malheureusement, il va falloir que les constructeurs de capteurs et d'objets connectés acceptent de se L'interaction, connecter bien sûr. Et il faudrait qu'ils se connectent entre eux avant. et En d'interagir. parlant des objets connectés, j'ai un autre objet connecté, mais cette fois-ci, il se déplace. C'est les robots. Et je pense que l'année 2014 va être une année très robotique. C'est ça? On a parlé déjà parce que fin on a les 2013 robots, du Baptiste, rachat de justement, Boston et Dynamics par Google. Et Baptiste, oui, il a pas mal Un de grand choses à raconter. spécialiste des robots parce qu'il a passé 3 ans au Japon et ça compte. Et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de robots. Et au Japon, les robots sont vraiment quelque chose auquel ils tiennent. Parce qu'aujourd'hui, ils marchent, ils courent et Voilà. ils peuvent même réfléchir. On me racontait une anecdote qui dit que dans la tête de chaque japonais, il y a le dessin animé Atomu. Et donc ce dessin animé raconte un robot et que dans la tête de tous les japonais qui font des robots, il faut arriver à ce robot-là. C'est la destination. C'est l'équivalent d'un Wall-E. L'Atomu, c'est l'Android parfait. Ils ont aussi des grands projets même gouvernementaux où ils avaient dit que s'ils avaient la Coupe du Monde, ils auraient... Là, on voit que Google a racheté. il ferait un robot qui serait capable de justement jouer au foot. Un effet marquant, c'est que l'année dernière, on voit Google a racheté Boston Dynamics. Voilà, et pas seulement on va dire Ils en sont à 8 acquisitions. voilà, une petite dizaine de startups pour on ne sait pas encore vraiment Boston pourquoi. Dynamics, On a là déjà- la start-up. Hein, on a déjà pas mal d'idées, On a déjà pas Ils ont mal des bons d'idées sur contacts, ce qu'ils vont faire, mais voilà, ils investissent très fort. Du coup, au CES, on va beaucoup parler de robots. Et je crois que Parrot,
Ils avaient fait une petite présentation à le web, ils avaient fait un petit teaser. Henri Seydoux était venu avec une boîte qu'il avait posée par terre, une boîte de carton qui était à l'envers, puis elle s'est mise à marcher. La boîte se déplaçait et on a vu que ça renfermait un robot et d'ici, donc dans une semaine, Dans Parrot quelques devrait jours, présenter un Donc petit robot on ira les voir domestique. pour voir à quoi ressemble ce robot On ne sait pas à quoi il sert. un peu mystérieux. Et je pense que quand on parlera de robot, on sera très vigilant à l'usage, c'est-à-dire est-ce que le robot sert vraiment à quelque chose et est-ce que la technique déclenche l'usage. Est-ce que la technique est au niveau pour déclencher l'usage? Ok. C'est très important parce qu'il va y avoir pas mal de startups qui vont se lancer sur les robots. Et la robotique n'est pas forcément quelque chose de super accessible pour les startups. Il faut maîtriser la mécanique, l'intégration, la miniaturisation, Et le logiciel. et aussi la connexion cloud et services. Et Ça va être- l'inventivité. Alors, tu penses que 2014 c'est l'année robot et les drones, etc. C'est une phrase que j'ai déjà entendue, pas forcément pour 2014, mais En pour d'autres années. 1970. Voilà. En plus, on a le retour de Robocop et je pense que ça veut tout dire. On regardera et on sera vigilant sur vraiment l'utilité de ces robots-là, en fait. Alors, un autre domaine qui évolue, c'est la photo. Il évolue parce qu'aujourd'hui, on a le marché du compact et du réflexe qui est en train de baisser. À cause de qui? À cause du smartphone. Évidemment. Et à contrario, on a quand même le marché des hybrides qui est en augmentation parce que ça devient une solution vraiment intéressante pour les amateurs de photos. Pour ceux qui veulent en tout cas faire une étape intermédiaire entre le compact qui maintenant n'a plus vraiment d'intérêt face à un smartphone effectivement et qui ne veulent pas forcément investir dans un réflexe qui là sera beaucoup plus onéreux. Donc en 2013, on a vu l'arrivée d'appareils comme les Lumia avec le 1020, le plein de Xperia choses. Z1 aussi. L'Xperia Z1 qui était intéressant aussi, qui s'est mis à jour donc ça l'a Qui ont amélioré. presque des capteurs de compact. Qui Presque. sont censés en tout cas Le avoir HTC One. le HTC One qui avait une approche différente. Tu veux troller. Non, finalement c'était bien. C'était un peu ambitieux de proposer un capteur 4 mégapixels, Ultra je crois, pixels, sur c'est un... ça, Oui, ouais. ils ont appelé ça... Oui, mais c'était intéressant d'avoir une approche 4 au moins C'était pas une du approche- je me donne le Voilà. plus de pixels possible alors que les résultats sont pas forcément Voilà, intéressants. c'était différent, les photos étaient pas mal, sauf qu'il y avait un souci en plein jour du coup, parce qu'il y avait pas trop de lumière qui venait et ça faisait des photos très... comment on appelle ça? Il y a des choses brûlées, quoi. ouais, un petit peu, Voilà. un peu surexposées. Mais on a eu des appareils très intéressants comme le Samsung Galaxy Le- NX qui est un hybride Galaxy NX, sous ouais. Android. Là, ça, c'est le on est premier. de l'autre côté de l'autre côté de On voit l'écran l'écosystème. en fait, c'est d'Android, on peut jouer à Angry Birds sur son c'est- appareil photo. C'est une interface classique, bon, après, faut pas avoir envie l'usage parce qu'il le est plus- extrêmement lourd. Non, l'usage, utiliser. vous avez compris, c'est pouvoir éditer ses photos, les envoyer, les mettre sur le cloud, les envoyer par email, les Sachant poster qu'il y, sur les a réseaux une- il y a sociaux. une- il y a une carte SIM dedans, hein, donc l'idée c'est de pouvoir les envoyer en C'est mobilité. compatible 4G. C'est compatible 4G, bon ça coûte 1500 €. Il faut Voilà. le prendre en compte. Pour ceux qui voudraient avoir un appareil photo qui ressemble à un compact, mais qui est un téléphone, il y a le S4 Zoom aussi chez Samsung, avec un vrai capteur, avec un zoom qui multiplie par 10 je crois. Et le Lumia Ah. 1320 aussi, je présume. Il y a les Lumia effectivement, mais ça va être le Mais 10 ans qui va être vous, le plus en intéressant. en plus, hein. Celui-là, oui, en pardon. tant que journaliste, Laure et Julien, justement, est-ce que vous pensez que ça a une vraie utilité pour les journalistes ou les photographes d'avoir un appareil comme ça? Oh, ça, en Ouais. fait, ça a une utilité pour de la situation, ouais, c'est genre sur du salon, prendre des trucs très vite en fait, mais je suis tout à fait contre le fait de virer la moitié d'une section journaliste, voir tous les photojournalistes d'un À cause de ces magazine à cause de ces appareils, parce que déjà un journaliste n'est pas un photographe. Il y a l'œil, il y a la pas composition formé. aussi. hein, Voilà, il y a la c'est- composition, il y a l'œil, il y a le fait de savoir gérer une belle photo, de savoir quoi exactement appareils. C'est prendre. plus pour de live tweeting, Et quelque chose comme ça. oui, mais non. Oui. Enfin, quand tu vois, je sais plus si c'est Washington Post ou quoi, ou et 20 minutes récemment d'ailleurs. Hein, il y a un scandale qui est en train de naître chez les photographes. Je crois que 20 minutes en France est en train de virer toute sa section photo reporter. Et donc, du coup, ça. Et le Garofi, Gorafi. le Garofi, Gorafi. j'arrive pas, avait fait justement une news intéressante en fin d'année 2013. Vous avez dit que je sais plus que 20 minutes avait viré, non, que le métro avait viré tous ses journalistes en gardant que des photographes parce que les gens aiment que les photos. Voilà. Mais là, pour le C'était coup, ça marrant. encourage quand même la tendance qui est à faire le plus de photos possible, à photographier tout et n'importe quoi, et à faire aussi des jolies photos, les partager très facilement Donc sur en Instagram 2000 et compagnie. en Je pense que 2000 ça va continuer. Ouais, effectivement. Donc en 2014, on devrait avoir arrivé des réflexes sous Android. C'est un peu la conséquence. Peut-être. Et une des tendances lourdes, c'est également l'arrivée de la vidéo, parce qu'il n'y a pas seulement la photo, avec des caméscopes qui intègrent toutes ces fonctions connectées. Donc ça Et- permet de partager beaucoup plus vite ces contenus dans des situations professionnelles, mais aussi perso finalement. On passe ensuite au PC. Donc le PC, vous savez que c'est un marché qui continue d'évoluer et qui a un peu du mal à capter l'attention.
Parce qu'il est dominé par les ultrabooks, les tablettes, etc. Mais ça reste Alors, un marché Ultrabook, qui... c'est plus un PC pour toi. Ouais. Bon. C'est un PC. Mais je veux dire que le PC en tant que traditionnel est en train de... Pourtant, ça reste un gros volume. C'est ça qui est important. Les gens... c'est vrai que les analystes se focalisent toujours sur la croissance, mais oublient qu'il y a quand même des volumes qui sont déjà très hauts. Et donc aujourd'hui, on a La preuve, Microsoft... on a tous des tablettes ici. Effectivement. On a Microsoft qui a commencé à prendre le virage avec Windows 8, qui l'a pris même plus vite que les autres, plus vite qu'Apple. On attend toujours que OS X évolue vers quelque chose de plus tactile. Effectivement, on peut même dire que Microsoft est en train de modifier le PC. Aujourd'hui, le PC tel que le définit Microsoft, et ça va être la définition qu'on va utiliser en 2014, c'est un écran qui peut-être contient l'intelligence, un clavier, qui n'est pas forcément toujours en même temps. Mais tu sais que ce format hybride là, on en parle depuis 2002 avec les tablettes PC. Et Mais je effectivement, pense qu'on y arrive enfin. c'est pas Non, quelque ça chose n'a de jamais nouveau. marché. mais- On s'entête en fait. Ça n'a jamais marché. Moi, pour avoir, j'ai par exemple testé le Asus Transformer Book T100, qui est un petit netbook tactile, 250 €, et je me retrouve à plus utiliser le pavé tactile, mais utiliser l'écran tactile. Ouais, et tu vas avoir très très mal au canal carpien dans 2 ans. Voilà. En tout cas, on Bah, cherche encore le bon format. Est-ce On a, que- on a est-ce plein que- de formats qui sont Ouais. sortis. On a des formats hybrides qui sont arrivés avec les Yoga, par exemple, chez Ouais, Yoga, c'était Lenovo. pour moi le plus caractéristique. Enfin, Voilà, c'est donc, celui que je trouvais le plus qui intéressant. qui peut se mettre comme ça dans l'autre sens. Enfin voilà, qui a plusieurs formats utilisables qui peuvent se transformer en tablette. Ça arrive chez Android aussi avec le A10 sous Android, donc qui a ce format également. Parce qu'aujourd'hui, on a Android tactile, iOS tactile, Windows 8, Windows Phone tactile. On a également Chrome OS qui est maintenant Ouais, tactile. avec Il ne les reste plus que OS X et a priori, ça devrait arriver avec OS X 11, si je ne me trompe pas. C'est possible. Alors, Ouais. on voit que En juin, ça fait mais- déjà quelques versions qui rament pour prendre quelques fonctions d'iOS mobile pour les mettre dans macOS. Mais ils rament et c'est pas encore prêt. C'est Qui rament ou ils y caca. vont petit à petit parce qu'ils n'ont pas le matériel aussi. Tant qu'ils sortent pas de Mac avec un écran tactile, quel intérêt d'avoir un système tactile À mon avis, ils prennent les fonctions du mobile et les fonctions tactiles, comme je sais pas, le centre de notification par exemple, et le jour où il y aura évidemment un périphérique qui sera utilisable, qui sera fini, etc., qui sera sorti de R&D, oui, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont mettre un OS qui sera adapté. Non, Mais on y va- avant, on y aucun sera intérêt dans en tous les fait. cas. Avant, aucun intérêt. Effectivement, ils ne veulent pas mettre du tactile si les interfaces ne sont pas encore adaptées. Bah, s'ils n'ont pas de Mac tactile, aucun Et intérêt. aujourd'hui, je ne vois pas appuyer sur fichier édition en Voilà. même si Microsoft le propose. Et c'est nul. Donc voilà pour le marché des PC. On passe au marché du jeu vidéo. Et le marché du jeu vidéo, on disait que les box TV ou les consoles de jeux étaient condamnées, mais l'arrivée des consoles next-gen a montré que ça va se faire de façon un peu Il plus... y a encore de l'engouement quand même, lente que et prévu. même plus Et que ben ça. ouais, hein. il semblerait que c'est ce que veulent les gens. Ouais, il y a eu Aux des États-unis, ouais. des En tout ruptures cas, il y a de des stock très beaux chiffres de très vente vite. pour la Xbox One et la PlayStation La 4. PS4 également a un grand succès. Et- Ça montre quand même que les gens sont prêts à débourser plus de 400 € dans une console et pas seulement à se reporter vers des Ouya par exemple, on en parlait tout à l'heure, ou des petits modules comme En même temps, ça. elles font beaucoup plus. Et elles font beaucoup plus. Voilà, alors la question est, est-ce que ces chiffres de vente, ils prennent par exemple le public français qui est habitué à la box, qui a déjà tout dans une set-top box, etc. Alors que le public américain, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, ils ont un réseau déjà ADSL qui est pourri. Ils n'ont pas de fournisseur qui fait quelque chose de centré en fait sur autour du salon. Donc du C'est vrai coup, que la Xbox One a vraiment son... ouais, et eux, ils ont chacun un boîtier en fait pour chaque chose. En fait, ils ont leur modem, ils ont leur lecteur DVD, leur lecteur Blu-ray, Comme etc. nous avant. Voilà, en fait, comme nous avant, et nous, c'est les fournisseurs d'accès Internet qui se sont dit, il y a quelques années, hein, maintenant, il y a une dizaine d'années peut-être, qui se sont dit, on va mettre une box au centre du salon. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Donc en fait, on comprend la logique derrière les Xbox One, qui sont vraiment des media players, des choses qu'on doit vraiment au centre du salon. Pour toi, la avec Xbox Netflix, One a etc. été conçue pour les Américains. Bah, je pense que les nouvelles consoles sont conçues pour un public qui n'a En même pas temps, c'est déjà leur accès à marché ça. natif. Oui, la Xbox One, c'est sûr, c'est leur marché natif, mais la PS4, non. Elle a peut-être moins de fonctions, justement, médias, etc. Mais ça reste encore des consoles qui sont pensées pour remplacer toutes les choses que les Français, en fait, ont déjà. Ouais. Mais, et, Donc, je serais curieux de connaître les chiffres français. Je pense que les constructeurs de consoles de next-gen ont réussi à
a fait une belle percée grâce à l'intégration de deux choses, l'intégration sociale. Aujourd'hui, on a une vraie dynamique sociale où on peut partager son expérience de jeu avec ses amis, et également l'intégration du second écran. Et je voudrais demander à Edouard, justement, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait Microsoft ou Sony avec l'intégration du second écran? Alors ça fait quand même un petit moment que sur la Xbox ça s'appelle Smart Glass et c'est disponible à peu près sur toutes les tablettes iOS, Android. Mais maintenant, il y a une vraie interaction. Je sais par exemple que toi, tu as une Vita et peut-être que tu vas commencer à l'utiliser. Il me faudrait d'abord une Play 4, mais ouais. Elle est en rupture, je sais. Voilà. Non, oui, c'est vrai que la Vita, elle va enfin avoir un intérêt parce qu'on va pouvoir l'utiliser comme une manette. Et donc, son manque d'intérêt au niveau des jeux va enfin se combler. Puis ça va permettre peut-être de développer des nouveaux usages qui sont vraiment intéressants et qui vont de pair avec les réseaux parce qu'on va peut-être pouvoir jouer à distance alors que sa console se trouve chez soi. Avec tout ce qui est cloud gaming, et justement c'est une tendance lourde de 2014, ça va être l'arrivée vraiment de solutions cloud gaming, ça sera le début, on n'attend pas des choses extraordinaires, mais il y a Sony qui devrait dévoiler, parce que suite à leur rachat, je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise, aidez-moi, Playcast. Playcast. Ils avaient acheté Playcast. Ouais, ça n'a absolument aucun sens, cloud gaming comme terme, on est d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend par cloud gaming? Cloud gaming, ça veut dire en gros, j'ai acheté une console hyper chère qui est capable de faire tourner n'importe quel jeu, mais je veux quand même essayer de les faire tourner sur une machine qui est à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi parce que c'est cool. D'accord, c'est de la déportation d'écran en fait. C'est du streaming de jeu, parce que cloud, c'est pas du tout ça. Non, c'est du streaming de jeu. En gros, ce que ça veut dire, c'est en gros, j'ai pas besoin d'installer mes jeux, j'ai pas besoin de télécharger 40 Go pour faire tourner mes jeux parce qu'ils tournent. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que à terme, les consoles de jeux qui seront vendues par Sony, ça sera des dongles qu'on mettra sur sa télévision. Ça sera directement intégré dans la télévision ou dans sa tablette et on va pouvoir faire tourner des jeux qui tournent aujourd'hui sur la PS4 mais sans avoir une PS4. Et ça s'appelle Gaikai. Ça n'a rien à voir avec le Ah oui, alors j'ai confondu. Playcast c'est un concurrent et Sony a acheté Gaikai. Et Playcast c'est un autre concurrent qui est de mémoire californien et qui a aussi des solutions qui arrivent en 2014. Il faut parler aussi d'NVIDIA Shield, puisque c'est un peu son principe aussi. Pour résumer, Nvidia a dévoilé le Tegra 4 que l'on ne voit pas beaucoup. Ils l'ont dévoilé en début 2013, ils devraient arriver en 2014 et ils ont annoncé la Nvidia Shield qui était un peu la référence pour porter l'étendard du Tegra 4. Ah oui, et cette console justement, elle apporte ce qui est le cloud gaming, c'est-à-dire justement la déportation. Et on peut avoir le jeu qui tourne sur le PC et y jouer sur la console. Effectivement, il faut avoir une carte GeForce FX, je crois, et on peut faire tourner... mais justement, Julien, t'es un gros gamer PC, je crois. Ouais, je joue pas mal sur PC, ouais, mais donc tout ça ne m'intéresse absolument pas. Ça t'intéresse pas de pouvoir jouer sur ton canapé sur ta console? Ouais, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est plutôt Steam avec SteamOS, les Steambox et compagnie. Hein. Enfin, pour le coup, ils ont fait un énorme coup, un énorme pavé dans la mare, c'est-à-dire je suis un constructeur de jeux vidéo, c'est la première fois qu'ils sortent un OS complet fondé sur Linux. Évidemment, les Linuxiens sont en train de... Est-ce que tu as vu, là, ils ont dévoilé en fin d'année 2013 les premières bribes de code. En tout cas, ça a commencé à être décortiqué, la première machine. Ouais, à la fin de l'année précédente, ils ont même sorti les premières ROM qu'on peut réellement installer sur une machine. Alors ils avaient donné, je crois, une liste de spécificités techniques pour la machine, mais après n'importe qui peut l'installer chez soi. Tu les vois comment Steam, toi, sur le marché des consoles de jeux? Est-ce qu'ils vont faire de l'ombre à la PlayStation 4 et à la Xbox One selon toi? En fait, ça va être surtout une question de tarot, une question de prix. Mais ils vont faire de l'ombre plutôt à Windows, non? Ils peuvent en faire beaucoup, et je sais qu'ils sont pas super copains avec Microsoft parce que en gros Microsoft a envie de faire comme Steam en fait, hein. Avec Windows 8, ils ont vraiment envie d'avoir une plateforme de jeu qui est centralisée autour des services Microsoft. Avec Xbox Live, etc. Xbox Live, etc. et c'est ça. Et en fait, Steam, ils les voient pas d'un bon oeil. Et ils se disent qu'à terme, imaginez que tous les jeux doivent passer à la fois par Steam et par Windows Live. Le client, il supportera plus. Déjà, c'est ce qui se fait. On supporte pas ça quand ça arrive déjà. La valeur est effectivement dans la distribution avec l'App Store, le Play Store, le Windows Live Store, etc. Parce que pour le moment, Microsoft, c'est un peu un fail, un gros échec total. Sur les jeux, alors qu'ils ont le potentiel de... Sur la distribution, ouais. Ils ont le potentiel de faire quelque chose. Ils se sont fait manger par Steam pendant ça fait 5-6 ans peut-être que Steam existe. Et comme Steam sent une menace de la part de Microsoft avec le Windows Store, du coup, ils se sont dit ils ont commencé en 2013 à aller à porter leurs jeux sur Linux. Donc petit à petit, il y a eu plusieurs jeux, tous les jeux Valve. Il y a eu des interactions avec la PS3, etc. Ouais, non mais il y a des tas de choses qui sont en train de se faire de leur côté.
Et ils sont en train, en fait, peut-être que SteamOS, ça sera peut-être le système Linux le plus répandu jamais créé, en fait. Parce que s'ils arrivent à commercialiser la chose, à le brander, vraiment à faire un truc assez énorme en tant que système fixe, donc pas Android, ça risque d'être quelque chose d'énorme. Mais bon, ça, on peut pas encore le prévoir maintenant, début 2014. Donc pour toi, 2014 égale Steam Machine, c'est évident. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Bon, bah, pour supporter tous ces usages, on a aussi une belle évolution des réseaux en 2013, et puis ça va continuer en 2014, avec le déploiement plutôt massif, en tout cas plus vite que prévu, de la 4G en France, la LTE. Ah ça oui, c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Alors, ce qui s'est passé de façon chronologique. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a commencé de... Enfin, c'est non. Orange, non, vas-y. Pardon. Vas-y, commençons par Orange. C'était les premiers à déployer le réseau avec SFR. A commencé avec SFR à s'installer. Free était derrière, mais faisait rien, et attendait un petit peu de pouvoir commencer à s'y mettre. Bouygues Télécom, on n'en parlait pas beaucoup. Et c'est ceux qui nous ont surpris. En gros, l'idée de 2013, pour Bouygues, c'était de dire la 4G, c'est Bouygues Télécom. Et à vrai dire, ils ne se sont pas trop loupés. Et la stratégie était intéressante, c'est qu'ils ont demandé une réallocation des bandes de fréquence 1800 MHz. Voilà, et ils l'ont obtenu. Ça leur a permis de déployer massivement leur 3G. Et ça leur a coûté moins cher qu'SFR. Ça a été beaucoup moins cher. Et ils ont obtenu 40% de population couverte au 1er octobre, 63% à peu près en fin d'année. Les autres sont plutôt à 45-50%, donc ils sont loin derrière. Free Mobile fait ce qu'il peut avec ses 700 antennes, ils disent 800. Et ça, c'est une belle surprise. Ouais, c'était une très belle surprise pour les abonnés Free. C'était le cadeau de Noël de Free. Mais quelque part, on le savait. Et on savait voilà, qu'ils allaient le faire. Le réseau de Free est récent. On savait qu'ils n'allaient pas déployer que de la 3G, mais qu'ils allaient aussi mettre de la 4G. Ils avaient prévu leur matériel aussi pour ça, pour aller vite à la fin de l'année. Et leur bataille à eux, ça a été de faire baisser les prix. Ils ont fait leur petit pavé dans la mare en lançant leur forfait 4G à un petit peu moins de 20 € en fin d'année. Les autres ont été obligés de s'aligner. Mais ils savaient déjà, je pense que tout était déjà planifié. Ils savaient déjà forcément, mais ils ont été contraints à le faire. Un communiqué de presse en 2 jours, hein. Ça ne marche pas comme ça chez les gros constructeurs. Non, en tout cas, ils ont réagi en fait, ils se sont pris une baffe plutôt il y a 2 ans, il y a je sais pas, 1 an et demi, quand Free Mobile a été lancé. Et finalement, ils se sont dit, bon, on va pas refaire la même connerie avec la 4G, c'est sûr qu'ils vont... Que ça allait leur tomber sur la tête, ils ont prévu la réponse. Free a eu quand même 2-3 jours d'avance, quoi. Oui, bravo quand même à B&You qui a sorti du coup un forfait 4G super accessible. Et qui ont mis la 4G sur leur forfait 3G sans changer le prix des forfaits. Ça a dû les contrarier quand même. Soch va suivre. Soch l'a fait passer Soch va suivre à suivre. Dans quelques jours, parce que c'est le 9 et le 14, on aura Red qui suivra. Et Virgin, alors là, eux, ils ont annoncé leur forfait. Mais par contre, ce sera effectif au printemps. Ouais. Et dans la foulée, Soch a augmenté le fair use. Ils ont passé de 3 à 5 gigas. SFR fait pareil, avec le petit plus qui est plutôt sympa, du YouTube en illimité qui n'est pas débité du fair use de 5 gigas. Donc ça, c'est intéressant. Et est-ce que vous pensiez... Ah, pardon, vas-y, Edouard. Par contre, un truc sur la 4G de Bouygues. Donc, par exemple, PO l'a testé. Et en fait, les speed tests, ça fait que, grosso merdo, la 4G de chez Bouygues, en téléchargement, c'est la 3G d'Orange. Donc, oui, non, c'est un peu exagéré. L'upload est très bon. Non, mais l'upload, moi, je l'ai depuis un mois, la 4G. On l'a sur tout Paris et la région parisienne. À ce coup-là, au niveau de la couverture... Et en province, ça marche bien. Et ça marche en province. Effectivement, les débits sont plus faibles que ceux de Orange et SFR, mais ça c'est un problème de bande de fréquence parce que peut-être que ça a été déployé vite, mais la 4G est de moins bonne. Alors que je ne dirais pas qu'elle est de moins bonne qualité, mais en tout cas le débit est moins bon. Celle d'Orange s'appuie sur d'autres bandes de fréquences qui montent jusqu'à 150 MHz. Mais l'avantage c'est qu'ils ont pu capter les utilisateurs d'iPhone 5 et c'était plutôt positif pour faire de l'acquisition. Ça c'est un bon coup. Et bon voilà, c'est tout. Il y a aussi le déploiement de la fibre optique qui continue et malgré, je crois qu'Orange qui a plutôt accéléré, Free qui a un petit peu diminué son déploiement, mais en tout cas ça continue. Ouais, c'est en train maintenant de couvrir quand même une grosse partie du territoire et ça c'est intéressant. Pour terminer, on va parler du social avec les réseaux sociaux et l'année 2013 était plutôt importante sur les réseaux sociaux. On a vu les messageries instantanées, les solutions de VoIP qui continuaient à exploser, quand même cette année, avec Line, avec WeChat, avec Snapchat. Le fameux, alors c'est pas vraiment un réseau, le système de communication qui capte beaucoup les jeunes. On a même Facebook qui a annoncé Instagram Direct.
Oui, tout à fait, oui, qui permet d'envoyer des photos en privé. Ouais. Donc qui reprend un tout petit peu le principe d'un Snapchat, sauf que les photos, on les garde après et on ne va pas les voir Ce qui est disparaître. intéressant, c'est qu'il n'y a rien d'innovant. Snapchat fonctionne pas non plus. Enfin, Snapchat, la grosse faille, c'est que c'est fondé sur un système qui donc dit que la photo va être supprimée, mais en fait, on peut tous prendre une capture d'écran de notre smartphone. Ah, je crois que ça Ah non, bloque. il au bout d'un bloque la moment. capture d'écran. Ouais, mais pas sur iPhone. Pas sur iPhone, parce qu'ils ça, peuvent pas, c'est- mais c'est sur Android, possible, ils pas. bloquent la capture d'écran. Ouais. Donc c'est un peu, je trouve, étrange et biaisé pour une key feature à une société qui a failli être rachetée $1 milliard. Mais t'es Plus, d'accord plus, avec 4 nous milliards. que 4 milliards, oui, pardon. T'es d'accord avec nous que Snapchat c'est utilisé sur la génération qui nous précède? Ouais, Enfin, nous ne sommes pas des utilisateurs de Snapchat ici. A priori, c'est les 13-18 ans. mais évidemment, Ah, j'ai on ouvert, l'a j'ai vu que installé, on personne a regardé, l'utilisait on a autour de envoyé 2-3 trucs et on s'est dit bon bah on supprime en fait. Bah non, parce que Mais chez eux, ça cartonne. l'idée du Snapchat, c'est quoi? C'est pas de communiquer, c'est plutôt de se connecter aux gens. C'est un poke de Facebook Mais, sous forme d'image. Pour moi, ça copie les discussions dans la vraie vie. C'est-à-dire que ces discussions qui Parce sont qu'il y liées a à du un texte sur contexte, Snapchat, on c'est ça discute. qui est intéressant. Et les discussions sont pas archivées, celles qu'on a, sauf Non. sauf celles qu'on a ici. Mais Mais l'idée de contenu éphémère encourage envoyer des grosses conneries par photo. Voilà. on est plus Ça- direct, on est plus Ça, on n'est transparent. pas et- vraiment dans le contenu de qualité, c'est pas de la communication. Là, c'est vraiment du j'existe, s'il te plaît, regarde ma photo bête. Voilà. Mais non, En mais- revanche, refuser 4 milliards, c'était quand même couillu, on va dire, de la part du CEO, parce que enfin, ça vaut pas 4 milliards une application comme ça. On est Est-ce encore que sur de vous la avez bulle, l'impression qu'en 2014, le milliard va se banaliser? quoi. Le milliard, bah on espère, mais. Vous pensez, Non, mais- pensez pas que c'est un peu, Mais en fait, est-ce c'est un peu une bulle C'est ça. Est-ce qu'on va être encore dans la bulle Instagram, la bulle Snapchat? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un effet bulle. Parce que Snapchat, 4 milliards, c'est énorme. C'est vrai que moi je crois Et le beaucoup mec à refuse. WeChat en Chine parce que je pense que effectivement ils valent ce qu'ils valent. Bah là, alors, les entreprises chinoises, les entreprises russes sont à surveiller, c'est évident. On les voit pas. Un jour, ils vont nous sortir des trucs énormes. En Chine, on sait absolument pas ce qui se passe. Je veux dire, nous, en tant qu'Européens, on ne voit pas du tout ce qui se passe en Chine. On sait pas du tout. Si on quels a sont- des gens comme Hugo Barra qui sont un peu Ah oui, oui, qui bien viennent sûr. nous le dire, mais Non, mais voilà, mais il faut mais les écouter. Mais en fait, on connaît rien alors qu'ils ont quasiment autant d'utilisateurs qu'une application, voire plus qu'une application européenne ou américaine. Parce que WeChat c'est 400 millions d'utilisateurs chinois, Voilà, c'est énorme. c'est énorme. Et C'est- là-bas c'est omniprésent, c'est-à-dire que c'est dans Tout toutes comme les leur, sphères. leur équivalent à Comme- Google comme est Line plus au utilisé, Japon, si on fait Et des un peu stats. comme Facebook en Occident, enfin, dans les pays occidentaux. Mm. Donc la semaine prochaine on sera au CES, Laure et moi, et justement Baptiste va présenter l'émission pendant 2 semaines. On interviendra pour vous donner des infos fraîches qui viennent du CES. Et en parlant du CES, je voudrais bien vous demander finalement qu'est-ce qu'on attend, mais surtout qu'est-ce qu'on attend de ce début d'année. Ben, on attend des robots, des objets connectés, des octocœurs de partout, des écrans incurvés, des définitions 4K, 2K pardon, sur les téléphones. Bref, monter en puissance et se connecter entre les différents objets en 2014. Mais effectivement, pour le moment, celui qui concentre toutes ces rumeurs et toutes ces C'est le tendances, c'est le Galaxy Galaxy S5. S5, Pour le moment, on imagine l'appareil, il va être incurvé, il va avoir un écran 2K, il va être octocœur. On ne sait pas vraiment, mais c'est celui qui concentre toutes les rumeurs, même les plus schizoïdes. Les plus folles et qui sont peu crédibles parce qu'on ne va pas avoir toutes les technologies qui vont être intégrées à un seul terminal. Ça semble assez peu probable. En tout cas, va falloir qu'ils frappent fort pour avoir un téléphone qui soit du niveau de ce qu'on a chez Sony, chez HTC, etc. Alors, finalement, ça va être un smartphone en plastique comme chez Samsung d'habitude et avec TouchWize 4 points, je sais pas Il aura un meilleur écran. Voilà. Et Avec un un meilleur meilleur écran, un meilleur processeur et des gestes pas finis qui ne fonctionnent pas. Plein de nouveaux capteurs qui serviront à rien comme sur le S4. On a vraiment des anti-Samsung. Allez, les trolls. Moi, je suis plutôt enthousiaste sur Samsung parce que pour moi, il drive quand même le marché. Ah oui, et ça c'est reste ça qui un- compte. Ah. Non, il le drive pas, il le domine. Et le Il l'écrase. Ouais, mais ils font des bêtises. Le bouton menu, par exemple, sur les téléphones, c'est abandonné depuis 3 plans, mais à cause de Samsung, on se les traîne encore. Donc non, il faut arrêter. Ils drivent le marché, mais pas dans le bon sens. Non. Et on a également, mais chaque année on entend des rumeurs et c'est tous les mêmes. En gros, on va vous faire le schéma. Le HTC One 2 sera présenté entre le CES et le MWC dans un événement qui sera Made in, enfin en tout cas créé par HTC. Le Galaxy S5 sera sûrement présenté après le Mobile World Congress dans un événement qui sera Samsung, tandis que les produits de Sony seront présentés dans les salons, comme d'habitude. Au CES notamment. Donc ça sera au CES et au MWC. Normalement, il y aura des choses à chaque événement, Puis il y effectivement. aura tous les constructeurs chinois qui feront leur présentation dans les salons parce que c'est le seul endroit où ils ont suffisamment de visibilité pour le moment pour faire leur présentation, à part les petits Xiaomi et les petits Oppo. De grandes surprises en somme. Et on va parler des objets connectés aussi avec une grosse filière française qui ont prévu plein d'annonces au CES. C'est le cas de Avec, Parrot, Parrot, WeThings, etc. Donc il va y avoir des robots, des objets connectés. Ils ont traditionnellement un stand, ouais, effectivement. Sans oublier les voitures connectées, je pense qu'on va en parler pas mal parce que le CES c'est justement un des seuls salons dédiés aux nouvelles technologies qui est toujours en croissance. Avec des grosses Parce voitures que c'est le seul qui américaines. parle de tout. Voilà.
Et avec l'arrivée de Parent Renault qui a présenté des tableaux de bord à le web, mais c'est pas ceux qui sont plus en avance. Donc voilà pour le CES. On se retrouve donc dès la semaine prochaine, j'ai envie de dire, vous allez retrouver Baptiste, et nous on sera à quelques milliers de Et kilomètres. lui, il a retrouvé sa voix peut-être. Et Baptiste, J'espère que j'aurai retrouvé ma voix, effectivement. t'as un peu fait trop les fêtes là, c'est ça? En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Je remercie toutes les personnes qui sont sur le plateau. On vous dit surtout bonne année 2014. Ça va être une année riche en nouvelles et en informations, en nouveautés sur les nouvelles technologies. Je remercie Baptiste, Laure, également Julien qui reviendra, Peut-être. j'espère. Peut-être. Oh, tu reviendras. Allez, on verra. On a également Edouard en régie. On a également Edouard Marquis qui est juste derrière. Le producteur. Le de producteur, TechPoint, voilà. On a Olivier Rousseau, notre réalisateur. Et on vous remercie d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à partager vos retours sur l'émission avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à partager l'émission. Comme vous le savez, c'est le moment de s'abonner parce qu'il va y avoir presque un Androtech par semaine avec des numéros spéciaux qui vont couvrir les salons, les lives. En tout cas, il y a beaucoup de travail pour nous. On vous dit à la semaine prochaine avec Baptiste en tant qu'animateur pour le CES 2014.